C'est ici, sur cette île, que Jacques Brel joue le dernier acte de sa vie. C'est ici, loin du tumulte, que naîtront ses derniers textes. C'est sur cette terre peuplée de lave qu'il vivra sa dernière ligne droite. Taraudé par la maladie qui lui grignotait chaque jour un peu plus son souffle. La mort s'approche. Jacques ne recule pas. On sait qui va l'emporter. Celui que la foule appelle vient de tourner une page de sa vie. Le tour de chant, c'est terminé. Le cœur n'y est plus. Avec Jacques, quand le cœur pâlit, le corps va voir ailleurs. Depuis ce concert à Laon, en été 66, où il a repris 2 fois le même couplet en chantant Les Vieux, Jacques sait que le vertige des salles en transe, il n'en veut plus. Il a 37 ans. Il est au sommet de sa gloire. Ce qu'il veut maintenant, c'est tracer de nouveaux chemins. Réapprivoiser la peur, aller voir. Je vous remercie parce que ça justifie 15 années d'amour. Je vous remercie. C'était tellement émouvant, tout le monde pleurait ou presque. Et les spectateurs eux-mêmes pleuraient. Il va partir, c'est pas possible, cet homme nous quitte. Il est tellement bien, il est tellement généreux, il est tellement fantastique. Tout le monde était triste. On l'a traité de déserteur d'ailleurs. À un moment donné, on dit c'est un déserteur. Les jaloux, les méchants, les aigris, mais ça c'est pas grave. Si je continue, je vais être obligé de tricher. Je vais être obligé de raconter encore une fois des chansons que j'ai écrites il y a 10 ans, de les reprendre autrement. Et qu'est-ce qui pourrait arriver? Je vais vivre tranquillement, d'une manière établie, même si je ne chante qu'un petit peu, ça ne me muse pas. Tout ce qui n'est pas une bataille, en réalité, ne m'excite pas beaucoup. J'aime bien avoir peur, j'aime bien apprendre. Et je vais reprendre des coups sur la gueule en plus, c'est certain. Ceux qui ont vu Brel en scène sont tous bouleversés par la puissance de cet homme qui se donne chaque soir avec une force inouïe, comme s'il chantait pour la dernière fois, comme si chaque chanson était le dernier cri d'une vie. Il est là. Il est à l'intérieur de moi, Jacques. Il n'est pas mort. Il mourra d'ailleurs probablement jamais. En tout cas, pour moi, il est à l'intérieur de moi. Et quand je le chante, je le sens là et j'ai peur du jugement. Jacques, on peut dire qu'il avait soit un immense talent démesuré, soit une forme de génie. C'était un grand auteur. C'est un vrai auteur, c'est un inventeur de mots, et c'est un témoin de son temps. Moi, quand je relis, là j'ai relu avec beaucoup d'attention les textes, mais c'est d'une telle cruauté que ça me tombait des mains. Jacques Brel, vous avez... Une cigarette. J'en ai pas, malheureusement. Une cigarette pour Jacques Brel. J'aimais son cœur, sa force, sa vaillance.
en scène, parce que vraiment, c'est un ouragan. Hein. Quiconque a vu Brel en scène aura du mal à apprécier qui que ce soit. Il donnait le maximum de lui-même et le public le ressentait comme ça. Quand moi j'étais dans la coulisse, je voyais les tonnes de sueur qu'il rejetait sur le premier rang. C'est étonnant, parce qu'à mon avis, Jacques devait perdre au moins 1 kilo à chaque séance. J'ai chanté presque 20 ans. Et avant chaque tour de chant, j'ai vomi. Et j'ai vomi de peur. Parce que ça fait vomir, la vraie peur. Quand on a peur physiquement aussi, on a tendance à vomir. Et j'ai vomi. Et quand j'avais 2 matinées et soirées, j'ai vomi 3 fois avant, de peur. Un soir, dans sa loge, je vais le voir. C'était à Angoulême. Et je lui dis, alors c'est quoi ces histoires? J'entends partout que tu vas arrêter de chanter. Il me dit, oui, je vais arrêter, mais je n'osais pas te le dire. Ça aurait pu durer longtemps. Voilà comment je l'ai su. Alors, il me l'aurait peut-être dit un jour, mais enfin, je l'aurais appris à l'Olympia, peut-être. Sur le coup, ça m'a fait un choc. Surtout qu'un mois avant, il m'avait dit « N'écoute pas leurs conneries ». C'était son caractère, ça. D'essayer d'aller en douceur sur les choses difficiles. Il a dit tout. Il a traité tous les sujets. Et que ce soit la guerre, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, que ce soit l'amour, que ce soit tout. Que ce soit les voyages, tout. Il a tout dit sur tout. Voilà, j'ai tout dit, je m'arrête. Je le comprends parfaitement, parfaitement. Je comprends à la fois cet orgueil et ce discernement. L'intelligence de Jacques, elle est là. Ne pas jamais refaire 2 fois la même chose, bien sûr. J'ai envie d'aller voir, de regarder, m'offrir le temps de me taire. C'est bon, ça. Ça, j'ai envie. Que ça. Ça s'appelle la liberté. Au moment où il décide d'abandonner le tour de chant, Jacques Brel en est à plus de 250 concerts par an. Entre 2 scènes françaises, il chante dans le monde entier, partout devant des salles pleines à craquer. Son premier film, France, aux allures de fable, se passe dans cette Flandre qu'il a vu vivre. Mais son écriture si précise et si bouleversante en poésie ne convainc pas au cinéma. L'important, c'est de se mettre au pied du mur. Et alors, si on a mal calculé son élan, si on se heurte au mur et qu'on se casse la tête, il ne faut pas insulter les gens. C'est qu'on s'est cassé la gueule. On se trompe. Soit. Il n'y a que finalement les gens totalement immobiles et qui ne font jamais rien, qui arrivent à traverser la vie en disant que tous les autres sont cons. Voilà, vous vous regardez. Vous vous regardez, attendez, restez à vous regarder. Regardez-vous, le poisserelle. Allez, tout droit maintenant, vous regardez tout droit, voilà. Voilà, coupez. Et Jacques n'avait peur de rien. C'était pas un peureux. C'est un courageux, c'était téméraire. Mais comme un roseau. Il plie mais ne rompt pas. Quand on fait quelque chose, quoi qu'il arrive avec cette chose, c'est bien fait pour sa gueule. On fait quelque chose. Mais je préfère de loin me pulvériser la gueule que de rester immobile et dire que je vais faire quelque chose ou que ce que les autres font est inintéressant. Son deuxième film, Le Far West, est sélectionné à Cannes, mais reçoit un accueil froid. La critique est sévère. Jacques en est blessé. Parce que ces 2 films racontent son plat pays, sa terre.
Cette enfance terne, assombrie par la guerre qui vogue de grisaille en silence. Cette Belgique qu'il portera en lui jusqu'à la fin comme une inévitable aumône. Sans âme et sans colère. Mais l'éternel nomade est prêt à lever le camp. Toujours ce vertige du partir. Cette fois, c'est la mer qui appelle. Il a 45 ans et il va s'inscrire à l'école royale de marine d'Ostende. Le voici à la recherche d'un bateau pour voguer sur les mers du monde. Il le trouve un matin sur les berges de l'Escaut. Le bateau s'appelle Askoy. Piet et Staff Witte-Vrongel, deux frères fabricants de voiles, croisent la route de Jacques. Leurs vies en seront bouleversées. L'Askoy fera dorénavant partie de leur existence. Brel est venu donc garer sa voiture ici en face. Il est rentré ici dans notre magasin, par cette porte. Voilà. Donc, et moi j'étais ce jour-là seul, c'était un samedi matin, donc on attendait quelques clients comme d'habitude. Donc, et il a dit bonjour, et il parlait un néerlandais avec un accent bruxellois, parce que finalement il était un peu flamand aussi. Et on a monté exactement le même escalier ici. Il a tout de suite déployé donc ses projets en disant voilà. Je voudrais que ça avance, je n'ai pas tellement de temps, je voudrais que, quand je commente, que ça sera fait dans un bref délai, parce que je voudrais partir le plus vite possible. Et je me suis dit dans moi-même, allez, au suivant, encore un qui rêve de faire un tour du monde. Mais enfin, bon, ce sont des réflexions qu'on fait, mais qu'on ne dit pas. Et finalement, bon, il a quand même réussi une grande partie de ses rêves. 35 ans après la disparition de Brel, les deux frères créent une association qui redonne vie à son bateau qu'ils retrouveront échoué et ensablé sur les côtes de la Nouvelle-Zélande. Le bateau était pendant 15 ans sous le sable, on a fait l'impossible pour le sortir et ça a réussi. Avec ce bateau, continuer le message de Brel, de ses rêves, ses chansons, parce qu'il ne faut pas oublier, le sous-titre de notre fondation est « Rêver un impossible rêve ». Alors on veut dire aux gens qu'il ne faut jamais abandonner ses rêves et un grand symbole dans notre projet. Même quand on est sous le sable, si on veut, on peut toujours en sortir. Mercredi 24 juillet 1974. Jacques Brel quitte le port d'Anvers sur son voilier avec sa compagne Madely et sa fille France. Une nouvelle vie commence. Il regarde défiler l'Escaut, grise, frissonnante. Un monde s'évanouit. Un autre est en train de naître. Il y a ceux qui rêvent et ceux qui réalisent leurs rêves. Moi, j'ai surtout accepté ce voyage avec lui parce que justement, je n'avais pas eu ça avant. J'avais jamais eu ce contact avec lui et pour moi, il était beaucoup trop grand.
Je ne savais pas qui c'était, je ne voyais pas la différence entre l'homme public et l'homme privé. Et ce qui m'intéressait, c'était de savoir. Et je suis partie pour le démystifier. Nous sommes partis, nous avons laissé juste la voiture sur le quai. Nous sommes partis très discrètement. Nous avons fait l'Angleterre, enfin nous avons fait un petit tour. Nous avions décidé de rentrer en Europe une fois tous les 18 mois à peu près pour enregistrer. Ça, c'était le programme de départ. Mais la vie fait quelquefois plier les rêves. Il était donc aux Canaries et il m'appelle, il me dit « Charles, j'ai été escalader un volcan et j'ai eu très mal à la poitrine. J'étais dans une clinique ici, ils m'ont dit « On ne sait pas ce que c'est ou la tuberculose, ou un cancer du poumon, ou une crise cardiaque. » Et là, on lui a décelé un cancer du poumon. Il a dit, je réfléchis, je repars sur le bateau. Il a mis ses affaires en ordre sur le bateau. Et il a été donc se faire opérer à Bruxelles. Moi, bien sûr, j'étais là. Et c'est là, il m'a dit, je voudrais que tu viennes passer Noël avec nous sur le bateau. Je te promets que je viens, Jacques. Je ne pensais pas une seule seconde que 3 semaines après son opération, il pouvait être aux Canaries sur son bateau, mais j'ai promis. Et quelques jours après, je devais partir moi-même au Japon. Et quand je suis revenu, j'ai trouvé une lettre de Jacques me disant « À l'heure où tu auras cette lettre, tu auras quitté les Canaries et je vogue vers les Antilles. » C'était magnifique, de courage. Parti avec 2 femmes qui n'avaient jamais navigué de leur vie, et lui avec un demi-poumon au moins, traverser l'Atlantique. Ça, c'est Jacques. Le défi permanent. Cette mort qu'il a raillée, qu'il a tellement chantée, cette vieille fille qu'il attendait au rendez-vous avec sa faucille, elle est là. Elle vient de faire irruption dans sa vie. Mais en attendant, le vieux, comme il s'appelle lui-même, est une force de la nature. Il est de nouveau à la barre de la Scoille. La mort, on verra plus tard. Il y a des choses à vivre. 5 semaines après l'opération, nous sommes partis donc pour traverser l'Atlantique. Nous avons mis à peu près 25 jours. Après ces 3 semaines de mer à peu près, nous sommes arrivés aux Antilles. Nous avons fait les Antilles. Là, nous nous sommes reposés un peu. Ça s'est passé aux Grenadines. Jacques avait subi plusieurs opérations pour son cancer et c'était une espèce de rémission qu'il était en train de vivre. Nous on ne savait pas du tout qu'il était dans le coin. Et un soir, on avait mouillé le bateau au pied d'une petite île, un caillou, là, un peinard. On était en train de prendre le punch et tout. Et il y a un bateau qui arrive, une barque, avec un mec. Et c'était la tombée de la nuit, quoi. Et on voit, alors, merde, 3 ou 4 copains. Un mec qui va venir nous faire chier à cette heure-ci. Et le gars arrive et dit, c'est bien le bateau où il y a Pierre Perret. Moi, je m'étais planqué. Je dis, bon, mais qui c'est? Il me dit, c'est Jacques Brel. Et Jacques, évidemment, on est tombé dans les bras l'un de l'autre parce que nous, on se connaissait depuis des années. On s'est croisés 100 fois, mais jamais on a eu le temps de s'arrêter comme on a pu s'arrêter ce jour-là. Et je lui ai fait un blaf d'oursin avec du Montrachet. C'était vraiment un truc de fou. Et alors, il était content. Il n'était pas... Non, il avait l'air heureux de remonter le courant. Pour lui, il repartait vers la vie. Le Pacifique, là, 59 jours de mer. Là, c'était le grand bonheur parce que le ciel, la mer, c'était formidable. 19 novembre 1975. La Scoille arrive dans la baie de Taoku, en face du petit village d'Atuona, sur l'île de Ivaoa, dans l'archipel des Marquises. Ici, on est loin de la carte postale des plages de sable blanc et des lagons émeraudes. La lave s'étale en robe nègre, étouffée par un sable noir qui s'enfonce dans une mer violente, qui s'écrase à son tour sur cette poussée volcanique surgie de l'océan.
voyez arriver ce bateau-là noir, qui avait l'air assez lourd, avec toute petite voile en fonction, parce que pour rentrer dans ce port, c'est assez difficile. Mais ils sont arrivés tout doucement, mais jusqu'à l'intérieur pour mouiller. Et après, ils sont descendus. Nous, on était là pour pêcher les petites carangues. Après plusieurs jours de voyage, ils voulaient aller au village pour acheter des fruits, des légumes, un peu de fruits verts. Et donc, il s'est présenté au magasin, et là, bon, il a dit, bon, est-ce qu'on pourrait avoir des fruits, des trucs comme ça? Et il dit, bonjour, bonjour. Alors, il y a quelqu'un qui lui a dit, qui êtes-vous? Alors là, il a éclaté de rire. Qui êtes-vous? Alors, on n'avait pas compris trop pourquoi il riait. C'est après, quand je l'ai connu après, que j'ai compris qu'il était content de ne pas être reconnu. Tous avons posé le sac à Atuona au mois de juin 1976. Là, nous avons vécu, comme les gens d'ici, tranquillement. Dans cette petite maison modeste qu'il fait repeindre en blanc, il trouve cette quiétude, cet ultime refuge, cette île au large de l'espoir où les hommes n'auraient pas peur. Sa vie quotidienne est faite de choses simples, jardinage, cuisine, lecture. Ce qu'il apprécie par-dessus tout, c'est toujours ce doux anonymat qui donne une lumière particulière à son quotidien. Pour cet homme en perpétuel combat, la vue d'un temps calme est une Amérique à découvrir. Il voyait les chevaux qui couraient en haut des montagnes en face. Enfin, pour lui, c'était le rêve. Personne ne l'embêtait. Pour eux, sur place, c'était pas Brel, c'était Jacques. Il lui parlait pas de métier. Enfin, il était tranquille. Très vite, en fait, comme il était très fatigué de sa traversée, il a voulu se séparer de Lascoy. Et comme il avait vu avec Guy Rosy, donc, qui était maire à l'époque, et qui lui a montré la petite piste là-haut, vous savez, là-haut, c'était, quand on arrivait en avion, la piste, ça faisait exactement comme un porte-avions. Hein. Il y avait la végétation venait juste sur les accotements. C'était une toute petite piste de 600 mètres. Donc c'était vraiment un petit truc. Mais Brel lui avait vu tout de suite, bien sûr, l'occasion de pouvoir venir avec son avion. Et c'est comme ça que très très vite, il a acheté son avion. Et quand il est arrivé ici, bien, il a mis son avion un peu, je dirais en quelque sorte, à la disposition des Marquisiens. Parce qu'il a fait des vols pour les gens. Bien sûr, il n'a jamais fait payer personne. Il a même fait quelques évacuations sanitaires. Il a d'ailleurs fait aménager son avion pour ça, le Jojo. Il a fait installer un gyrophare. Il a fait installer l'oxygène à bord. C'est là que ça va être bien, c'est là que c'est bien, attention. Plus bas que ça, je ne pouvais pas. Soit loin sous-marin. Oh, on était à 6-7 mètres, 5-6 mètres. Et chez moi, il pleut maintenant, il fait... Est-ce qu'il y a du vent? Déjà? Du vent. Est-ce qu'il y a du vent? V-O-N-T, du vent. Non, il n'y a pas tellement de vent, hein. Enfin, peut-être le vent, il fait 8 à 10 nœuds, hein. Attends. Ok, merci. C'est terrible, hein. Maintenant, il y a des gens. Bravo, uniforme. Est-ce que tu vois la piste, là? Attends. Full flaps. Full flaps. 120, 130. Un peu à droite. Un peu à droite. Oui, pas. 100. Les mecs qui me disent que c'est facile. Alors, posez 55.
posé 55 au bonsoir. Sympathique, hein? Jacques, quand il rencontrait quelqu'un au bord de la route qui lui demande « Tu peux pas m'emmener là-bas ?» Là, oui, il l'a amené. Même les enfants qui pourraient amener dans leur île. Parce que tu as vu comment c'est chez nous. Il faut avoir les moyens. Puis, bon, à l'époque, c'était pas tellement... Il y avait le bateau, mais les enfants étaient malades. Alors, il y avait des parents qui profitaient de Jacques Brel pour amener les enfants chez eux. Mais un jour, il est venu à la maison, il m'a dit « Tu es de repos aujourd'hui ?» Je dis « Oui. »« Tu veux pas venir avec moi? On va aller à Ouapo. » « Qu'est-ce qu'on va aller faire à Ouapo? » Eh bien, le commerçant m'a énervé parce qu'il a regardé ce que j'avais, mes courses dans mon panier. C'est-à-dire, le commerçant, il y avait un vieux monsieur, il a ouvert le sac, il a regardé dedans, qu'est-ce qu'il avait. Il a été vexé, il a tout retiré, tout ce qu'il avait dans son sac. Il a laissé, il a pris sa voiture, il est venu. Il m'a dit, on va aller à Ouapo. Tu sais pourquoi faire? Pour acheter une boîte de sel. Moi, je n'ai pas été. J'ai dit, non, mais ça va, hein. Et puis, il faut dire, j'avais pas trop confiance. J'avais pas de son avion. Il a été chercher son sel à Ouapo. Il avait lancé une idée d'acheter un projecteur et lui faisait venir les films pour qu'il puisse faire un choix. C'est lui qui choisissait les films qu'il espérait être bons pour ouvrir l'esprit des gens. Pour moi, c'est la vie de Jacques Brel aux Marquises qui accrédite en quelque sorte toute son œuvre, c'est-à-dire que ce qu'il a fait de façon aussi brillante que l'on sait, en paroles et en musique, aux Marquises, il l'a vécu en actes. Son œuvre est marquée par l'humanisme, l'altruisme, et puis là-bas, il s'est transformé vraiment, pratiquement, au quotidien, en Don Quichotte, en Mermoz, en Saint-Exupéry, avec le courrier à transporter chaque semaine, qu'il allait chercher à Tahiti, alors que les gens ne le recevaient qu'une fois par mois par la goélette. Il s'est mis au service des Marquisiens. Tout ça, évidemment, naturellement, gratuitement, dans tous les sens du terme. J'ai découvert là-bas un homme absolument extraordinaire qui avait fui le vedettariat, la gloire, pour qui l'argent ne représentait rien, et qui a vraiment vécu, dans les faits, ce qu'il avait mis en théorie dans ses chansons. Très vite, la vie ici apaise ses angoisses. Le temps des choses simples qui vous reconstruisent les murs de vos digues, et même sans doute les âmes malmenées. Ce temps doux qui vous fait savoir résister aux désespoirs les plus insidieux. Son jardinier, son mécanicien de voiture, son infirmière, le maire, Brel a sa bande d'amis. C'est un bon vivant malgré sa maladie. Jacques, c'est un bon cuisinier. Parce qu'on a eu l'occasion de passer un Noël ensemble, et c'est lui le cuistot. Il nous a préparé une poule au pot. Il me dit, j'ai préparé ce poulet pendant une semaine. Il y avait une poule sur la table, toute constituée de chair, avec la crête, tout, il n'y a rien qui manquait. Et puis on avait bien mangé cette nuit-là. Quand je fais la cuisine, je ne pense à rien. À ce moment, par force, il y a des chansons qui me remplissent la tête, dit Jacques. Bien sûr. Qui pourrait penser qu'elle ne reviendrait pas, cette écriture, cette vie des mots, cette source où il a puisé tant de force? J'ai poussé à écrire. J'ai poussé pour l'occuper, pour qu'il passe à autre chose que sa maladie, parce que de temps en temps, il était fatigué. J'ai 30 lettres ou 40 lettres de lui qui me tient au fur et à mesure au courant de tout ce qui se passe, ce qu'il faisait, la maison, la piscine, tout. Et il me parlait de sa maladie aussi, comme si de rien n'était. Quand il me disait fatigué, je lui dis travaille, écris des chansons. Jacques écrit. Avec force reviennent les thèmes de son œuvre, les mêmes thèmes, depuis toujours. L'amour, les femmes, la mort, l'amitié, Dieu, la Belgique, les bourgeois, l'immobilité des hommes, le rêve.
Sa création, épurée par l'éloignement, pétrie par les douleurs, essoufflée par la proximité de la mort, prend une puissance nouvelle. Dans sa petite maison de Papeete, Jean-Michel Deligny est un des premiers à écouter les nouvelles chansons de Jacques. Il m'avait vaguement dit qu'il avait un harmonium, enfin un guide-chant, un truc assez primaire, où il pianotait d'une main, puis il pompait de l'autre pour l'envoyer, c'est un accordéon à plat, quoi. Et il s'était enregistré sur un petit magnétophone, comme on faisait à l'époque, avec des petites cassettes. Et il nous a fait écouter les 12 chansons, je crois, ou un truc comme, oui, 12 à peu près, et avec juste sa voix et cet harmonium. Et là, le connaissant, ayant changé, etc., là, j'ai été sous le charme. Le cancer est toujours là, qui guette, tapis au détour de son corps. Même si Jacques veut vivre comme s'il n'existait pas. Comment pêcheur aussi doué soit-il, peut-il ignorer la marée? Il faut retrouver Paris pour l'enregistrement du disque. Au Georges V, où il loge, les photographes lui courent après. Qui les a prévenus? Jacques entre par les cuisines et se faufile dans les couloirs. J'étais très content de monter tous les matins son journal dans sa suite. Au bout d'un moment, ça s'est su qu'il était là. Donc devant l'hôtel, il y avait beaucoup de monde. Donc on le faisait passer par l'entrée de service. Ils attendaient qu'il sorte pour prendre la photo qu'il fallait, quoi. On essaie de le protéger, de lui permettre une vie tranquille. Jacques est abattu. Ivaoa et sa douceur sont si loin. Il avait presque oublié la férocité des fauves du diaphragme. Alors, il avait retenu le studio sans dire pour qui c'était, studio Hoche, studio Barclay à l'époque. Et là, il a commencé à répéter, d'abord chez Juliette Gréco. Et une fois que les chansons étaient prêtes, il est allé au studio, il a enregistré, mais en live. C'est-à-dire avec des musiciens en direct, avec un demi-poumon au moins. Les musiciens ne revenaient pas. En 2 prises, c'était magnifique. C'était extraordinaire. Ce matin, toute l'équipe est là. Le studio est prêt. La lumière passe au rouge. Jacques, avec sa guitare, est comme un débutant qui passe une audition. Il choisit d'enregistrer en premier les chansons calmes. D'abord, celle qu'il a écrite pour Jojo, qui est parti avant lui. Une disparition dont il ne s'est toujours pas remis. On était tous je sais pas comment dire, crispés et détendus en même temps parce que c'était les souvenirs revenaient des enregistrements d'avant. On trouvait qu'il avait une voix encore plus forte avec un seul poumon. C'était quand même bizarre. Ça a duré, je sais pas, ça a été étalé sur 15 jours, je crois. Il n'y avait pas une bonne ambiance avec Barclay. Barclay l'avait, enfin lui ou
où son équipe l'avait mis dans un petit studio pour enregistrer quelques titres, alors que le Grand était vide. Il voulait lui faire une promo comme un débutant. Il l'a envoyé balader. Au bout d'un moment, il m'a dit on va mettre 12 chansons, le reste, on les garde, je vais les refaire et on refera un disque après, mais pas chez Barclay. Il n'avait pas l'intention d'arrêter, hein. Mais voilà, il était habitué à vivre aux Marquises dans son île tranquille. Et quand il a retrouvé la vie agitée de Paris, il a eu horreur de ça. Il avait qu'une envie, c'était de repartir à toute vitesse. Jacques peut quitter Paris. Enfin. L'arrivée aux Marquises est une vraie fête pour Jacques, qui retrouve les joies simples de son quotidien. Jacques apprend que son album pulvérise tous les records de vente. 1 million réservés en quelques heures. Il n'a pas fait ça pour vendre. Il écrivait des chansons pour dire ce qu'il avait dans le cœur. Les Marquises, c'est sublissime. Quand on connaît les Marquises, on connaît les gens, c'est extraordinaire. Ça lui a fait de la peine, ce merchandising, comme on dit aujourd'hui. C'était trop. Il ne voulait pas de ça, là. Il en a souffert quand j'étais le rejoindre. Quand il est reparti après le disque, il a voulu faire un tour, il a été à Hong Kong. J'étais le rejoindre à Hong Kong. Et j'ai senti qu'il avait souffert. Nous sommes le 30 décembre 1977. Jacques s'apprête à fêter le réveillon. Son dernier. Doucement, avec circonspection, mais sans prudence, la mort se dandine, exécute un tango funèbre devant celui qui a passé sa vie à se moquer d'elle. Le cancer poursuit son avancée. J'entendais sa Jeep, il avait une Jeep à l'époque. Et quand il s'amenait dans les Andes vers 20h, tu vois, 21h, je sais que c'est lui. Là, quand il arrive, il ne parle pas, il me présente ses produits. Bon, je prends, je fais sa piqûre. Alors, je lui faisais son dolosal. Une fois, il est arrivé avec de la morphine, je crois. Je ne me rappelle plus très bien. Je lui ai fait sa piqûre et ce soir-là, on a terminé par un petit fond de whisky. C'est pour ça que quand on me dit « mais il a beaucoup souffert », je n'ai jamais vu... Je ne l'ai jamais vu se plaindre. Mais quand il avait vraiment mal, je pense que les jours où on ne le voyait pas trop dans le village, c'est qu'il se reposait. Il se reposait et qu'il avait un peu mal, quoi, qu'il avait mal. Mais dire qu'on a vu Jacques abattu dans le village par la souffrance et tout ça, non. Après 6 mois d'accalmie, Jacques doit partir. Quand il prend l'avion à Tahiti, les amis sont là. Ils disent à Madly, « Ramène-le nous. » Ben, il est parti, on lui a dit simplement, hey, sois fort. Hein. Il dit, je le suis. Je le suis, on y va. Il m'a envoyé une lettre de l'aéroport pour me dire, on s'en va, on revient dans 1 mois. À très vite, porte-toi bien, selon sa formule consacrée. Et puis j'ai reçu après un truc où il m'a dit qu'il revenait de loin, etc. Et puis ça a été fini. Jacques est admis à l'hôpital franco-musulman de Bobigny. Il est suivi par le professeur Israël, qui lui dit qu'il a de bonnes chances de s'en sortir. Après quelques jours, il veut s'en aller. 8 jours avant, il a demandé l'autorisation au professeur Israël qui le traitait, s'il pouvait partir à Genève. Il avait envie de marcher un peu sans être harcelé. Et on avait convenu qu'il prendrait un taxi et qu'il y ait une ambulance qui venait en même temps et qui irait à Orly. Et lui, il avait loué un avion, donc on décollait du Bourget. On est arrivé à Orly, au Bourget, on a demandé où est-ce qu'il était. Il était enfermé dans les toilettes. Il était en petite chemisette. Il grelottait de froid parce que toute la meute de journalistes était là.
Il s'est retrouvé coincé, il était mort de fois, il a attrapé une bronchite là-dessus le jour où il partait, vous voyez. Au bout de 4-5 jours à Genève, il ne se sentait pas bien, on l'a ramené à Paris, il est resté 3 jours, et puis voilà, malheureusement, ça s'est mal terminé. Il y a des chances pour que ça ait accentué son mal. C'est pour ça que quelquefois, je n'aime pas trop les paparazzis. Les paparazzis sont partout. Ils se cachent dans les couloirs, grimpent aux arbres qui sont en face de sa chambre et recherchent l'image choc. Le 9 octobre 1978 à 4h10 du matin, dans la chambre 305, Jacques Brel, épuisé de douleur, meurt d'une embolie pulmonaire. J'aurais jamais pensé qu'on se quitterait un jour aussi vite, quoi. Étant vivant, même s'il était loin, je pensais toujours qu'un jour on se reverrait, même sans travailler, mais histoire de parler, de se rencontrer, quoi. C'est un membre de notre famille qui est mort et c'est difficile à en parler. Vous savez, moi, j'aime bien parler de la mort pour rigoler, mais sérieusement, je ne sais pas le faire. Je ne pense pas qu'il soit mort, Brel, avec ce qu'il a fait, avec ce qu'il a écrit, avec ses qualités d'homme et ses qualités d'écrivain, d'auteur. Il n'est pas mort, c'est comme s'il était vivant. Je pense qu'il est plus vivant maintenant que jamais. C'est quelqu'un qui existe. Voilà, il est là. Il est là. Il est très, très, très présent. Et la seule chose qui était affreusement gênante, c'est de ne pas pouvoir lui téléphoner et le voir, voilà. C'était un type sincère. Il était loin de tout maquillage d'aucune sorte. Je crois que c'est de loin l'être le plus sincère que j'ai jamais rencontré. Pour le moment, dans la chanson, je crois que Jacques Brel est l'être le plus important qui soit. Et puis l'homme était un être troublant et attachant, et en même temps difficile à comprendre, parce qu'il était multiple. Tout le monde est multiple, bien sûr, mais lui, ça se voyait plus que chez les autres. Mais je vous dis, je crois qu'il est mort relativement heureux. Enfin, il y a 15 jours, il était heureux, en tout cas. Sur l'ordre des médecins, la dépouille emprunte les couloirs souterrains afin d'échapper aux paparazzis qui rôdent. Jacques part retrouver ses marquises pour l'ultime voyage. Le 13 octobre, à 10h du matin, l'avion qui ramène sa dépouille touche la terre de Ivaoa, son île. Toute l'île était là, pour ainsi dire. Et a suivi à pied, c'était très, très, très émouvant. Tout le monde pleurait. C'était émouvant parce que ces gens ont adoré Jacques. Il a fait tellement de bien autour de lui, il a tellement aidé des gens là-bas, il leur a fait découvrir le cinéma, il leur a fait découvrir des très belles choses. Et voilà, je crois qu'encore aujourd'hui, ils pensent tous à lui. C'est émouvant, il n'est plus là. On avait même eu droit à un jour de congé pour l'enterrement de Jacques. Alors, moi, je me suis dit, c'est vraiment alors un artiste, c'est ça un artiste? Parce que pour nous, qu'est-ce que c'est qu'un artiste à cette époque-là, en 1978?
tout ça est une aventure. C'est pas vivre, c'est formidable, mais ça n'est pas sérieux, ça n'est pas grave. Il faut fuir la gravité des imbéciles, il faut fuir ça de toutes ses forces. C'est une aventure, c'est presque un jeu. Je suis un sale môme. Nous sommes restés amis, de vrais amis. Lui considérait que j'étais, que je valais bien une amitié d'homme, que j'étais un petit peu mieux qu'une femme. Brel m'a dit à tout le monde, après ma mort, vous fermez vos gueules. Donc moi, j'ai fermé ma gueule pendant, je vous dis, 33 ans. Il y a eu 15 livres qui sont sortis sur Jacques. J'ai jamais voulu y collaborer, j'ai jamais voulu répondre. J'ai voulu répondre à une radio, une télé, à personne, jamais. Et pour la mémoire de Jacques, il s'est dit tellement de choses fausses que je me devais de rectifier. C'était un frère, c'était la moitié de moi. Et j'étais la moitié de lui. Jacques s'installe auprès de Paul Gauguin, son nouveau voisin d'éternité. Mais franchement, en ce matin de lumière crue, si la mort est un fruit, il devrait être défendu. Pourquoi j'ai pas pu rester comme les autres? Parce qu'en réalité, c'est ça. On dit toujours aux gens, pourquoi faites-vous de la peinture? Pourquoi écrivez-vous? Pourquoi allez-vous rechercher les sources du Nil ou de l'Amazone? Ça n'a rien à voir. C'est pourquoi n'avez-vous pas pu rester derrière le bureau où la vie vous a placé? Pourquoi votre champ à labourer ne vous a pas rempli suffisamment? Et je suis parti parce que j'avais peur de devenir trop vite mort, trop vite vieux, trop vite... J'ai eu envie de partir chercher, et de partir physiquement à la recherche de quelque chose. Et ce quelque chose, je ne l'ai pas trouvé. Et je le cherche encore.